Bonsoir, je suis Tania Banks et merci de nous rejoindre sur la plateforme RDCUK TV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations. RDCUK TV est votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes sur le terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Notre devise est déchiffrer, éclairer et s'informer pour mieux nous équiper. Une avancée historique. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, les femmes occupent désormais près de 32% des postes gouvernementaux. Le remaniement du cabinet du 7 août 2025 a abouti à une équipe réduite de 53 membres, dans laquelle 17 femmes siègent aux côtés de la première ministre Judith Suminwa. En comparaison, le gouvernement de mai 2024 comptait 18 femmes sur 55 membres, 32,7%, tandis que le gouvernement de l'Union sacrée de 2021 n'avait que 27% de femmes. Cette progression constante, passant de 17% en 2019 à un tiers aujourd'hui, indique un changement culturel. Les femmes ne sont plus de simples nominations symboliques, elles sont au cœur de l'élaboration des politiques. Globalement, la RDC dépasse de nombreuses nations. Le rapport de UN Women, Facts and Figures montre que les femmes représentent seulement 22,9% des ministres dans le monde et seulement 18 pays ont une femme à la tête de l'État, tandis que 20 ont une femme à la tête du gouvernement. Les femmes représentent 27,2% des parlementaires. Le cabinet féminin à 32% de la RDC se situe donc au-dessus de la moyenne mondiale et proche des objectifs de parité fixés par l'Union africaine. Le remaniement d'août 2025, un gouvernement dirigé par des femmes, le président Félix-Antoine Tshisekedi, réélu en décembre 2023, a choisi de conserver la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la première femme à ce poste dans le pays, et de renforcer l'inclusion de genre dans les ministères clés. Suminwa, économiste et ancienne ministre du Plan, a reconnu l'ampleur de sa tâche lors de sa première conférence de presse. Je sais que la tâche est grande et le défi immense, mais ensemble, avec le chef de l'État, le soutien du gouvernement et de toutes les institutions, ainsi que celui de la population congolaise, nous y parviendrons. Lors d'une allocution nationale, elle a également promis de travailler pour la paix et le développement du pays. Le nouveau cabinet rompt avec les stéréotypes de genre du passé. Les femmes dirigent désormais des portefeuilles bien au-delà des secteurs sociaux traditionnels. Thérèse Wagner dirige les affaires étrangères, affrontant les défis sécuritaires régionaux et affirmant la souveraineté du Congo. Au Conseil de sécurité de l'ONU, elle a dénoncé l'incursion du Rwanda dans l'est du Congo comme une déclaration de guerre et une violation ouverte de la souveraineté nationale. Eve Bazeba poursuit au sein des affaires sociales, tandis qu'Acacia Bandubola supervise les hydrocarbures, un secteur central à la diversification économique. La ministre d'État à l'Éducation nationale et à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malu, est devenue une défenseure articulée de la jeunesse. Lors d'une interview, elle a souligné que l'éducation est un droit fondamental et un moyen essentiel de protéger les enfants vulnérables. Investir dans l'éducation en République démocratique du Congo signifie investir dans la stabilité, le développement durable et la paix. Elle a promis de consolider l'éducation primaire gratuite lancée sous Tshisekedi et de fournir des bourses et des apprentissages numériques pour atteindre les enfants ruraux. Malu considère également l'éducation des filles comme une question de justice sociale, citant des programmes qui promeuvent les STEM, les activités culturelles et les clubs scolaires. D'autres femmes occupent des postes influents. Marie Nyonge Ngombo à l'environnement, Marie-Thérèse Sombo à l'enseignement supérieur, Yolande Elebe à la culture, Micheline Ombé à la genre et à la famille, Grace Cutino à la jeunesse, Oneige Nsele aux affaires foncières et Arlette Bahati en tant que ministre déléguée à la nouvelle économie. Leur mandat couvre des domaines allant de la politique climatique et des revenus pétroliers à la réforme agraire, la culture et l'autonomisation des jeunes. La ministre de la Culture, Yolande Elebe, défend la souveraineté culturelle.
Lors du Festival mondial de la musique et du tourisme, elle a qualifié la rumba de reconnaissance fluide, pure et universelle de la grandeur du patrimoine congolais et a décrit la culture comme une arme formidable et pacifique pour l'identité nationale. Cette défense poétique de la culture souligne comment les femmes leaders façonnent non seulement la politique sociale, mais aussi les récits nationaux. Judith Suminwa, le visage du leadership inclusif. Le parcours de Judith Suminwa Tuluka incarne la transformation du Congo. Avant de devenir Premier ministre, elle a été ministre de la Planification et a participé au programme de leadership ministériel de Harvard, où elle a élaboré une stratégie pour stimuler la croissance économique par le développement humain et une meilleure répartition des ressources. Ses compétences technocratiques l'aident à mettre en œuvre le programme en 6 piliers de Tshisekedi, qui comprend l'économie nationale, la sécurité, l'aménagement du territoire, le bien-être social, les écosystèmes responsables et le développement humain, esquissés lors de ses 100 premiers jours. Suminwa relie fréquemment la paix à l'opportunité. Lors d'une visite dans l'est du Congo, déchiré par le conflit, elle a déclaré « Je pense à toutes ces personnes et mon cœur bat pour elles », s'engageant à transformer les promesses en actions concrètes. Suminwa n'a pas peur de parler sur la scène internationale. Lors du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en février 2025, elle a déploré que près de 7000 personnes soient mortes depuis janvier et a souligné qu'environ 450 000 personnes se retrouvaient sans abri après la destruction de 90 camps de déplacés, démontrant ainsi sa volonté de faire face directement à la crise humanitaire sur Reuters.com. Une telle franchise, combinée à une politique pragmatique, la positionne à la fois comme un symbole de changement et comme un catalyseur de réforme. La vision réformatrice de Tshisekedi. Le président Tshisekedi a délibérément encouragé cette montée en puissance des femmes leaders. Son administration a adopté une loi électorale en 2022 qui exonère les partis des frais de dépôt si au moins 50% de leur liste de candidats sont composés de femmes, incitant à la parité homme-femme dans la compétition électorale. Lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU en 2024, Tshisekedi a soutenu que les préoccupations des femmes doivent être intégrées dans les décisions majeures. Il s'est engagé à changer les mentalités, à impliquer les hommes dans la promotion du succès des femmes et à noter que la Constitution congolaise consacre la parité. Il a souligné la création d'une stratégie nationale contre la violence basée sur le genre et a célébré la nomination d'une femme au poste de Premier ministre ainsi que l'augmentation de la présence féminine au sein du gouvernement, du système judiciaire et de la Banque centrale. Au-delà de l'égalité des sexes, les réformes de Tshisekedi incluent l'éducation primaire gratuite, des projets de connectivité numérique, des efforts anti-corruption et des investissements dans les infrastructures de base. Le gouvernement de Suminwa a lancé des programmes d'investissement ambitieux d'une valeur de près de 93 milliards de dollars américains sur 5 ans et a proposé des réformes fiscales pour renforcer le pouvoir d'achat. Ces politiques socio-économiques, combinées à l'inclusion de genre, reflètent une approche holistique du développement. Référence mondiale, la RDC dépasse sa taille. En 2025, le monde aura toujours du mal à atteindre la parité homme-femme. Les données de l'ONU Femmes montrent que 22,9% des ministres du cabinet dans le monde sont des femmes et que les portefeuilles les plus courants confiés aux femmes sont la protection sociale et la culture. Seuls 18 pays ont une femme à la tête de l'État et 20 ont une femme à la tête du gouvernement, et les femmes occupent 27,2% des sièges parlementaires. Dans ce contexte, la proportion de 32% de femmes dans le cabinet en RDC et la première femme Premier ministre se distinguent, plaçant le pays en avance sur de nombreuses démocraties plus développées. De nouvelles sanctions américaines révèlent les liens de Kagame avec le conflit au Congo.
les sanctions américaines mettent en lumière le réseau de contrebande Rwanda M23. Un rapport d'enquête relie Kagame au travail forcé, au commerce illégal de coltan et à la tragédie humaine au Congo. 13 août 25, 5h12, rédigé par Serge Kitoko Chibanda, analyste politique, publicité La République démocratique du Congo, RDC, orientale, subit presque 3 décennies de guerre. Des groupes de milices contrôlent des mines de coltan et de cassitérite précieuses, finançant le conflit par le biais de taxes illégales et de travail forcé. Le 12 août 2025, le Trésor américain a sanctionné la milice congolaise Pareco FF, les commerçants de Hong Kong East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited, ainsi que la coopérative des artisans mineurs du Congo, CDMC. Les sanctions ont marqué la première fois que Washington ciblait un réseau directement lié au président rwandais Paul Kagame. En s'appuyant sur le rapport sur les sanctions, le rapport final du groupe d'experts de l'ONU pour 2025 et d'autres sources d'enquête, cet article révèle comment les groupes soutenus par le Rwanda tirent profit des minerais de conflit, le coût humain pour les communautés congolaises et pourquoi les sanctions sont importantes. Premier nexus Kagame M, 23 Pareco FF, contrôle du coltan de Rubaya, M, 23, et Pareco FF prennent le contrôle des mines. Rubaya, dans la province du Nord Kivu, produit environ 15% du coltan mondial, un minéral critique utilisé dans les smartphones et les voitures électriques. Pareco FF, coalition des patriotes résistants congolais Force de frappe, est apparu en 2022 et a rapidement pris le contrôle des mines de Rubaya. Selon le Trésor américain, Pareco FF contrôlait les sites miniers de 2022 au début de 2024 et générait des revenus en percevant des taxes illégales, en imposant le travail forcé et en exécutant des civils. La milice imposait des taxes aux creuseurs et aux ouvriers et faisait passer clandestinement des minéraux par le biais de relations opportunistes avec d'autres groupes armés, y compris le mouvement du 23 mars, M23, soutenu par le Rwanda. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies montre qu'en avril 2024, le M23 a pris le contrôle de Rubaya au Pareco FF. Le commissaire politique du M23, Erasto Bahati, supervisait le site et a instauré un système fiscal complexe, sélectionnant les commerçants et expulsant les mineurs qui résistaient. Des observateurs locaux ont rapporté que le M23 avait négocié une part de coltan avec les Pareco FF avant de les évincer, ce qui indique une collusion plutôt qu'une rivalité. Le M23 a également utilisé du travail forcé, appelé Salongo, pour construire une route de Rubaya à travers Mushaki, Kichanga et Tongo jusqu'à la frontière rwandaise. Cette route permettait aux trafiquants de transporter le coltan vers le Rwanda. Abus des droits humains et schémas fiscaux. Les sources, notamment Al Jazeera et Global Witness, décrivent la gouvernance brutale du M23. Des experts de l'ONU ont constaté que le M23 taxait jusqu'à 120 tonnes de coltan par mois, générant environ $800 000. Des commerçants interviewés par Global Witness ont déclaré que le M23 exigeait une taxe de 15% sur le prix de vente. La milice imposait le travail forcé sur les sites miniers et exécutait des civils qui désobéissaient aux ordres. Le rapport des Nations Unies documente un pillage à grande échelle. Le M23 a systématiquement pillé plus de 500 tonnes de minéraux 3T, marqués ou non, en faisant passer 186 tonnes en contrebande au Rwanda. En mars 2025, des camions ont transporté 195 tonnes de minéraux à travers la frontière la nuit. Pendant la même période, on estime qu'entre 7 000 et 12 000 soldats rwandais ont combattu aux côtés du M23 dans le nord et le sud Kivu, contribuant à des déplacements massifs. Le coût humain est stupéfiant. L'Organisation internationale pour les migrations a compté 6,9 millions de personnes déplacées internes, PDI, en RDC en 2023, dont 5,6 millions dans les provinces de l'Est
et jusqu'à 1 million rien que dans le nord Kivu. 2. Suivez l'argent de Rubaya à Hong Kong via le Rwanda CDMC et les sociétés écrans de Hong Kong. Les sanctions du Trésor américain révèlent une chaîne de garde. Pareco FF puis M23 ont exploité les minéraux de Rubaya. La coopérative des artisanaux miniers du Congo, CDMC, a exploité la plus grande concession et a acheté des minéraux issus de zones contrôlées par des groupes armés. La CDMC a ensuite vendu des minéraux à East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited, toutes deux basées à Hong Kong. Ces entreprises ont été désignées par les États-Unis pour avoir aidé de manière significative le commerce illicite de la CDMC. Leurs propriétaires restent anonymes. Global Witness a découvert qu'une fois que les minéraux atteignent le Rwanda, ils sont vendus à des exportateurs rwandais tels qu'African Panther Resources. En 2024, les exportations de la société ont explosé et le négociant basé au Luxembourg Traxys est devenu presque l'acheteur exclusif. Les commerçants ont déclaré qu'African Panther achetait de grandes quantités de coltan de contrebande. Le M23 exigeait une taxe de 15% sur les vendeurs. Étant donné que le Rwanda est membre de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, ses exportations bénéficient d'un accès préférentiel au marché européen. Le rapport note que les exportations officielles de coltan du Rwanda ont doublé, passant d'environ 1000 tonnes en 2023 à 2000 tonnes en 2024, dépassant largement la production du pays, preuve d'un blanchiment massif. Le Rwanda comme corridor de contrebande. Le contrôle par le M23 des villes frontalières telles que Bunagana et Kichanga lui a conféré un monopole sur les routes de contrebande. Le rapport de l'ONU a noté que les minéraux de contrebande étaient blanchis via le Rwanda, mélangés avec la production locale et exportés, sapant le commerce légitime. Reuters a cité des experts de l'ONU qui ont observé 195 tonnes de coltan traversant la frontière rwandaise en une semaine. Des routes construites avec du travail forcé ont permis au M23 de déplacer des convois de 4 à 5 véhicules, transportant jusqu'à 5 tonnes chacun. Des habitants ont décrit des convois de 120 tonnes se dirigeant vers le Rwanda chaque mois. Une fois au Rwanda, les minéraux étaient réétiquetés et expédiés vers des centres de traitement aux Émirats arabes unis et en Chine, avant de finir dans les chaînes d'approvisionnement occidentales. Troisième, le bouclier d'entreprise de Kagame. Le gouvernement rwandais nie toute implication. Pourtant, des preuves montrent que le régime du président Paul Kagame profite que Pareco FF ou M23 contrôle les mines. Pareco FF s'opposait initialement au M23, mais les deux groupes acheminaient des minéraux via le Rwanda. Le Trésor américain a décrit les relations opportunistes de Pareco FF avec le M23 et l'article de l'IPIS rapporte que le M23 a négocié des parts de coltan avec Pareco FF avant de s'emparer de Rubaya. Le Rwanda utilise des entreprises liées à l'État comme bouclier d'entreprise. African Panther Resources, en partie détenue par des figures militaires rwandaises, achète du coltan auprès de CDMC et de commerçants affiliés à M23. Ces exportations explosent lorsque le conflit s'intensifie. Via East Rise et Star Dragon à Hong Kong et Traxys au Luxembourg, les minéraux entrent sur les marchés mondiaux. Parce que les exportations officielles du Rwanda semblent légales, les acheteurs internationaux posent rarement des questions. Les sanctions indiquent que Washington a l'intention de percer ce bouclier et de couper les flux de revenus qui financent la domination régionale de Kagame. Quatrième, coût humain et demande mondiale en technologie. Une crise mesurée en vie, pas en tonnes. Le conflit a dévasté des communautés à travers l'est du Congo. Depuis la reprise de l'offensive du M23 à la fin de 2023, plus de 3000 personnes ont été tuées et 2800 blessées, selon les agences humanitaires.
Plus de 237 000 personnes ont été déplacées récemment au début de 2025 et à la fin de 2023, le nombre total de personnes déplacées à l'intérieur du pays avait atteint 6,9 millions. De nombreuses familles vivent dans des camps de fortune ou chez des communautés hautes, manquant de nourriture, d'abri ou de soins de santé. Les femmes et les enfants sont confrontés à la violence sexuelle et à l'exploitation. Les chaînes d'approvisionnement technologique baignées dans le sang, le coltan est essentiel pour les condensateurs des smartphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. La RDC a produit environ 40% du coltan mondial en 2023, pourtant son peuple en voit peu de bénéfices. Les mineurs travaillent souvent sous le contrôle de groupes armés, gagnant moins de 2,15 $ par jour. Les revenus d'exportation du Rwanda contribuent à financer les infrastructures et les services sociaux dans le pays, tandis que les communautés congolaises souffrent. Pendant ce temps, les consommateurs occidentaux restent largement inconscients que leurs appareils peuvent contenir des minéraux taxés par des milices. L'opacité de la chaîne d'approvisionnement permet aux entreprises d'affirmer qu'elles exercent une diligence raisonnable, même lorsque les minéraux proviennent de zones de conflit. 5e. Les sanctions américaines comme tournant. Les sanctions d'août 2025 sont importantes car elles ciblent non seulement un groupe armé, mais aussi les entreprises facilitant le commerce. En sanctionnant Pareco FF, CDMC, Eastrise et Star Dragon, les États-Unis envoient un avertissement au Rwanda et aux commerçants internationaux que le réseau illicite de coltan est sous surveillance. En vertu des sanctions, toute personne ou entreprise américaine traitant avec ces entités risque de lourdes sanctions. Bien que l'OFAC ne nomme pas explicitement le Rwanda, les désignations reconnaissent implicitement le rôle de Kigali. Les sanctions pourraient dissuader les entreprises légitimes d'acheter des minéraux via le Rwanda et pourraient encourager le gouvernement congolais à reprendre le contrôle de son secteur minier. Cependant, les sanctions seules ne peuvent mettre fin au conflit. La région des Grands Lacs a connu de nombreux accords de paix et embargos au cours des 3 dernières décennies, mais les groupes armés continuent de prospérer. Un véritable changement nécessite une combinaison de diplomatie régionale, de réformes économiques et de responsabilisation des profiteurs de guerre. L'accord de paix facilité par l'ONU, signé le 27 juin 2025 entre le Rwanda et la RDC, offre un cadre, mais son succès dépend de son application. Les organisations de la société civile ont appelé à des lois obligatoires sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement et à ce que les entreprises technologiques soutiennent une sourcing sans conflit. Conclusion. Les sanctions américaines du 12 août 2025 révèlent un réseau complexe reliant le gouvernement du président Kagame, les rebelles M23, la milice Pareco FF, les coopératives congolaises et les commerçants de Hong Kong. Le contrôle du coltan de Rubaya est passé d'une milice à une autre, mais les victimes restent les mêmes, des mineurs congolais forcés de creuser sous la menace de violence et des communautés déracinées par la guerre. Les minéraux qui alimentent les appareils technologiques du monde sont imprégnés de leur sang. Les sanctions constituent une étape vers la responsabilité, mais seule une pression internationale soutenue et une coopération régionale peuvent démanteler la machine, à profiter de la guerre et apporter la paix dans l'est du Congo.